bonsoir. Merci à vous, merci au Musée de la Résistance pour l'invitation. C'est toujours agréable d'être invité par un musée qui s'appelle le Musée de la Résistance. C'est quelque chose, c'est une vraie valeur qui mérite d'être rappelée, défendue sans cesse, en permanence. La résistance peut prendre tellement de formes, de la plus simple à la plus spectaculaire. La vraie résistance, c'est d'abord une résistance au quotidien, c'est d'abord une résistance des petites choses, et c'est la résistance des petites choses qui permet la résistance des grandes choses. Je ne suis pas dans le sujet, pas tout à fait, mais un peu quand même. Et je n'ai pas préparé de choses particulières, simplement je suis parti de l'idée de l'apathie de la communauté internationale face au crime contre l'humanité. Et je me suis demandé d'abord si apathie était le bon mot. Parce qu'apathie, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne bouge pas, peut-être aussi parce qu'il se dit qu'il ne peut rien faire. L'apathie, c'est une forme, comment dire, on se tient à l'écart, parce qu'on peut se dire qu'on n'a pas les moyens d'agir. Or, la communauté internationale, d'une manière générale, les opinions ne sont pas apathiques face au crime contre l'humanité. Ce sont les États qui sont apathiques. Et c'est même pas de l'apathie, puisque les États essayent d'éviter ce questionnement qui est problématique pour eux. Pourquoi ? Parce que le crime contre l'humanité, dont le génocide fait partie, est un crime qui est commis par un État et qui ne peut être commis qu'avec l'assentiment d'autres États, de fait. Donc, ces notions-là, l'apathie, non, c'est la gêne de la communauté internationale par rapport à ces crimes-là. La communauté internationale est gênée par ces crimes-là. Ces crimes-là l'ennuient, l'embêtent, lui posent problème. Et donc on va répondre d'une manière générale en faisant du bruit. On va faire du bruit. On va faire de l'humanitaire, on va faire des grandes déclarations politiques, on va occuper le terrain sans vraiment vouloir se confronter à la réalité des faits. Même si on en a la connaissance, parce que la plupart du temps, aujourd'hui, les États ont la connaissance des faits. Vous parliez de l'actualité récente. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'agression russe en Ukraine n'est pas quelque chose qui est arrivé brutalement, soudainement. Ça a été brutal et soudain, mais ça a été préparé pendant une petite dizaine d'années. Moscou a fait des économies pour financer cette invasion. L'armée a été préparée, il y a eu des alertes, il y a eu l'agression de la Géorgie avec l'annexion de partie de la Géorgie, l'Ossétie, il y a eu l'intervention russe en Syrie, les modes d'opération qui ont été mis en œuvre à ce moment-là, il y a eu la Crimée, le Donbass. Avant cette invasion, cette agression directe, tout cela était des signes probants qui ont été parfaitement lus et qui étaient clairs. Simplement, les États ont choisi de ne pas réagir. Parce qu'il y a un calcul qui a été fait et qui était celui de « nous n'avons pas intérêt à réagir ». Le dernier stade étant la réaction obligée avec l'invasion directe de la Crimée à grande échelle, où là il n'y avait plus d'autre choix. On voit bien que sur les 3-4 années précédentes, les divers signaux n'ont pas été interprétés ou n'ont pas été enregistrés pour ce qu'ils valaient. Donc l'apathie, non. Non, pas apathie. Gêne des États. Et cette gêne des États, le dossier le plus clair, le plus limpide est celui du Rwanda, le dernier génocide du XXe siècle, le dernier génocide au jour d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer un petit peu dans le Rwanda, parce que moi je ne suis ni un juriste, je suis un praticien. Voilà, j'ai découvert, je me suis retrouvé emporté dans ces histoires par mon travail, je suis journaliste, mon travail est d'aller sur place, de raconter ce qui est en train de se passer. Et c'est ainsi que je suis rentré dans toutes ces problématiques. Mais avant de rentrer un peu plus dans le détail, je voudrais juste redonner un petit peu la base, quoi. Le crime contre l'humanité qu'on inaugure d'une certaine manière, avec Nuremberg à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où l'accusation
à Nuremberg porte le mot génocide, mais qui n'est pas repris et qui n'est pas entériné. Donc Nuremberg va rendre des jugements au nom du crime contre l'humanité. Dans la catégorie des crimes contre l'humanité, on a le crime de génocide, on a les crimes de guerre, on a les crimes d'agression. Le génocide n'est pas hors catégorie, hein. Le génocide fait partie du crime contre l'humanité. Simplement, on va constater au fil du temps que, d'une certaine manière, l'idée de génocide va prendre un peu le pas, va donner le là, va être le mot qui claque le plus, et on va constater, et ça je l'ai constaté assez régulièrement, des envies de nommer génocide ce qui ne l'est pas. Parce que c'est un mot à charge très forte, donc c'est un mot qui peut motiver des actions, et donc il y a clairement une utilisation politique du mot génocide. Je me souviens par exemple à Timor, au moment des événements de Timor, où le Vatican poussait énormément à l'utilisation du mot génocide pour les événements de Timor. Lorsqu'on était sur place, j'étais sur place, encore une fois je suis un praticien, je constatais une politique de terreur, évidemment, une politique de terreur, une politique d'assassinat, mais ça n'avait rien à voir avec un génocide. Et donc lorsque j'entendais tout ce discours-là, j'étais très gêné. De la même manière, en Yougoslavie, j'ai aussi entendu ce mot-là, et là aussi j'ai été gêné. Je suis toujours gêné lorsque je raisonne sur le jugement du tribunal sur la Yougoslavie, du tribunal pénal international sur la Yougoslavie, sur Srebrenica, qui a été qualifié de génocide par le tribunal. Or, à Srebrenica, il y a eu effectivement 8000 personnes qui ont été tuées à Srebrenica, des hommes et des adolescents, mais les enfants ont été épargnés. Et pour moi, ce fait-là n'est pas symptomatique de génocide. C'est un massacre, c'est une tuerie, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité, mais ça n'est pas un génocide. Et ça m'amène à deux réflexions. Ça m'amène à deux réflexions. D'abord, la première sur la singularité du génocide, qu'est-ce qu'on entend exactement par ce mot, et ensuite la seconde sur ce sentiment que nous sommes dans une société où les mots ont un peu perdu leur valeur. Parce que déclarer Srebrenica crime contre l'humanité, moi je trouve ça extrêmement fort. Enfin, les choses sont dites. C'est un crime contre l'humanité. Je trouve que la désignation se suffit en soi, qu'on n'a pas forcément besoin d'aller dans une hyperbole. En revanche, lorsqu'on utilise le mot génocide, il faut garder à l'esprit la singularité du mot et de son contenu dans le sens, le génocide est effectivement quelque chose d'extrêmement particulier. C'est une intention prédéterminée et affirmée d'extermination, d'éradication d'une population entière. Un génocide se construit dans le temps. Srebrenica, c'est pas construit dans le temps. Srebrenica, c'était une action de représailles militaires, tout ce qu'on veut, mais ça ne s'est pas construit dans le temps. Le nettoyage ethnique que l'on a constaté en Yougoslavie, qui était une réalité, c'est jouer par des moyens militaires de déplacer les populations afin de les regrouper entre elles et créer de nouveaux espaces. Le nettoyage ethnique est un crime contre l'humanité, bien entendu, évidemment. C'est indiscutable. Mais Srebrenica n'était pas, à mon sens, un génocide. Mais là, on rentre dans la difficulté qui est l'acceptation des mots et le poids des mots. Il faut bien voir que dans toutes les législations internationales, je donnerai simplement les grandes articulations, mais le crime contre l'humanité est interprété différemment dans les législations en fonction des pays. Et le mot génocide n'a pas forcément le même sens dans un pays ou dans un autre, en fonction de la loi aussi qui est mise en forme. Et là, je ne suis pas assez juriste pour aller dans le détail et vous donner des exemples précis. Je le regrette, mais je l'ai constaté. Et donc, avant même de parler de l'apathie ou de la gêne ou de l'embarras que provoque ce type de conflit au sein de la communauté internationale, il me semble que la première urgence la première nécessité en tout cas serait de parvenir à redonner aux mots un poids qui soit accepté de manière commune à travers les pays de la planète.
c'est effectivement un travail et c'est effectivement extrêmement ambitieux. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que le flou des mots, pousse au flou de la connaissance. Sans avoir des mots précis adaptés pour désigner les faits, la connaissance reste elle aussi floue et sujette à toutes les interprétations, à toutes les discussions, des plus intéressantes aux plus vaines et aux plus nauséabondes. Je disais que je suis entré dans tout ce questionnement, parce que je suis un praticien, et je parlais du Rwanda qui était le dernier génocide du XXe siècle. Et je m'aperçois d'abord que je n'ai pas encore assez insisté sur la notion singulière, la singularité du génocide, préparé dans le temps, éradication complète d'une population, d'un groupe de population, et l'intention affichée, construite à l'avance. C'est ce qui s'est passé au Rwanda. C'est ce qui s'est passé au Rwanda et c'est ce que le monde a vu. Clairement, le monde l'a vu. Raoul Hilberg, dans la destruction des Juifs d'Europe, parle du génocide le plus pur qui se soit commis, et commis au vu et au su du monde entier. Mais cette connaissance n'a débouché sur rien, sur aucune réaction ad hoc de la communauté internationale. Les États-Unis, eux, pour des raisons, parce que, alors c'est les raisons qu'avancent les États-Unis, parce que la suite de l'échec en Somalie, de la mort de soldats américains, ils n'ont pas voulu s'engager sur un autre dossier étranger. Donc, pendant toute la durée du génocide au Rwanda, qui a duré 3 mois, qui a fait 1 million de morts en 3 mois, les États-Unis et le département d'État ont refusé de qualifier l'événement de génocide. Pourquoi ? Parce que si le département d'État et les autorités américaines reconnaissaient qu'il se déroulait un génocide au Rwanda, ils étaient obligés d'intervenir. Donc pour ne pas intervenir, ils ont décidé de jouer avec les mots. Donc le département d'État a parlé de massacres, d'actes de génocide, enfin voilà, on a tourné autour des mots, on a joué avec les mots sans jamais qualifier cela de génocide. L'ONU a reconnu en juin, à la fin du génocide, qu'il s'était déroulé un génocide au Rwanda. C'était le minimum, simplement, et là je reviens à mon côté praticien, je n'ai pas parlé de la France, mais la France mettra beaucoup de temps, non pas à reconnaître qu'il y a eu un génocide, mais à reconnaître la nature précise du génocide qui s'était produit, à savoir le génocide des Tutsis du Rwanda. Et non pas un génocide dans l'absolu. Il n'y a pas de génocide dans l'absolu. Un génocide implique des personnes, des groupes. Il n'y a pas de génocide allemand, il y a le génocide des Juifs par l'Allemagne nazie. Et pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on parle toujours du génocide rwandais. C'est une notion, là aussi, je reviens au poids des mots, c'est une notion qui permet d'éviter toute désignation précise. La seule désignation précise qui soit adaptée au cas rwandais, c'est le génocide des Tutsis par la communauté Hutu, par la communauté extrémiste Hutu. Voilà, mais c'est le génocide des Tutsis. Moi, la première fois que j'avais été au Rwanda, c'était en 1990, j'y suis retourné en 1993 et j'étais présent pendant le génocide. Pour entrer simplement dans la perception d'un génocide, quand je suis revenu au Rwanda pendant le génocide, c'était au mois de mai 1994, donc le génocide a débuté le 7 avril. C'était à peu près 1 mois après le début du génocide. Et je suis arrivé au Rwanda par la Tanzanie, dans une voiture avec 2 confrères. Et nous avons roulé pendant 3 jours à ce moment-là dans le pays. Et pendant 3 jours, on n'a rien vu. Enfin, on a vu des arbres, on a vu des feuilles qui bruissaient dans l'air, il faisait très beau, et on a vu des morts. Voilà. Pendant 3 jours, on roulait
Vous voyez des morts, vous voyez des villages brûlés, vous avez des frondaisons, des feuillages qui bruissent dans l'air. 3 jours, c'est long, 3 jours en moyenne des morts par le signe de vie. Et c'est là où, c'est à la suite en tout cas de cette séquence, que je me suis interrogé sur un mot qui revient régulièrement dans ces cas-là. On parle de l'indicible, on dit l'indicible. Pourquoi je me suis interrogé? Parce que au bout de ces 3 jours, moi, j'avais rien à écrire. Je suis journaliste. Moi, j'ai besoin de témoignages, j'ai besoin de mots, j'ai besoin de gens qui me disent voilà ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Tout ce que j'ai écrit, tout ce que je pouvais écrire en 3 jours tenait en 2 phrases. Je roule depuis 3 jours en spi, je vois que des morts. Il y a des villages brûlés, 2 phrases. Je ne vais pas aller plus loin. Et en fait, un génocide est indicible. Pourquoi? Parce que les mots sont tués. Parce que les gens sont tués. Parce qu'il n'y a pas de témoignage. Il y a très peu de témoignages, très peu. La première chose que crée le génocide, c'est le silence. Un silence épais, lourd, suffocant. Et au bout de 3 jours, nous sommes tombés sur des survivants, des rescapés qui sortaient des marais de Némata. Et là, des mots ont commencé à apparaître. Mais il manquait encore quelque chose. Il manquait la temporalité. Il manquait la cohérence d'un récit. Leurs mots, lorsqu'on était sur place, les mots de ces rescapés étaient parfaitement justes, et on les comprenait lorsqu'on était sur place. Tout ce qu'ils disaient était logique, cohérent. Mais la manière dont ils le formulaient, tout se télescopait, tout s'entrecroisait, tout se choquait, tout s'entrechoquait. Et je savais que si je répercutais ces mots-là, personne ne les comprendrait. À 8000 km de là, dans un autre monde, dans le monde qui n'est pas celui du génocide. Dans le monde du génocide, ces mots-là avaient une cohérence. Dans le monde qui n'était pas celui du génocide, ces mots-là n'avaient aucune cohérence. Donc, c'est pour moi les 2 particularités, en tout cas, que l'on constate lors d'un génocide, c'est d'abord le silence. Et ensuite, cette perte de temporalité. Le silence parce que les mots ont été tués, la perte de temporalité, pour une raison toute simple, c'est que les rescapés n'ont pas la notion du temps. Ils étaient cachés pendant des semaines, ils ont survécu pendant des semaines, ils n'ont rien vu, la plupart du temps ils n'ont rien vu parce qu'ils se cachaient, parce qu'on les chassait, parce qu'on tentait de les débusquer, parce qu'on tentait de les tuer, parce que c'était une forme de chasse, ils étaient gibiers, donc ils se terraient. Lorsqu'on se terre, les jours, les nuits, le temps passe, tout se confond, on est en perte de repères, on n'a plus de repères temporels, donc le récit, la matérialité du récit disparaît. Et il faudra d'immenses efforts, véritablement immenses efforts, aux rescapés pour parvenir peu à peu à reconstituer une trame narrative qui leur permettra de témoigner de ce qu'ils ont traversé, à savoir un génocide. Mais ça, de la part des rescapés, c'est un travail éprouvant. Éprouvant parce qu'il faut sortir d'une boucle qui se forge où on a tendance à revivre en permanence les événements. Pourquoi? Parce que le rescapé va d'abord, dans un premier temps, porter la culpabilité, porter coupable, se sentir coupable d'avoir survécu. Pourquoi moi ai survécu? Pourquoi tous les miens ont disparu? C'est quelque chose d'incompréhensible. Et cette question-là, plus ou moins formulée, mais elle va tourner en boucle, il va y avoir un poids énorme que va porter le rescapé avant, s'il en a la force, il n'a pas toujours la force de pouvoir dominer son récit, et de pouvoir l'inscrire dans un récit qui porte sens. Pour être clair et pour bien illustrer la force que peuvent avoir les rescapés. Moi, j'avais un ami sur une colline qui bouillait, BCCO, qui s'appelle Eric Zaïbimana, que j'avais croisé en 94, que j'ai revu régulièrement, et puis qu'à un moment, lorsque j'allais au Rwanda, parce que j'ai pendant très longtemps, et je continue toujours à aller au Rwanda, et qui pendant toute une période a disparu. Enfin, quand je passais, il n'était pas là, on me disait qu'il n'était pas là.
je ne savais pas très bien pourquoi. J'allais revenir, donc j'allais le voir une prochaine fois. Et cette colline de Bicécéro, cette montagne de Bicécéro, qui est un endroit magnifique au Rwanda, qui plonge, qui domine les eaux du lac Kivu et qui plonge presque raide dans le Kivu, est un des lieux de résistance des Tutsis à l'extermination lancée par les Hutus. Et Eric faisait partie d'un groupe de survivants qui avait tenu le coup face à l'extermination lancée par les extrémistes Hutus. Et donc Eric, de temps en temps, disparaissait. Il était devenu bourgmestre de son petit village, et de temps en temps, il disparaissait. Et puis un jour, il a réapparu. Et je lui ai demandé, mais Eric, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne t'ai pas vu? Et puis il m'a dit, vous savez, les gens parlent très doucement, c'est une manière de s'exprimer très voilà. Et il m'a dit, c'était compliqué, j'ai des problèmes. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Je suis devenu alcoolique. C'est une chose qui arrive. Eric a perdu toute sa famille pendant le génocide, il était devenu bourgmestre, je lui dis. Et puis il continue à parler. Puis il me dit, puis à un moment, je n'ai plus supporté. Qu'est-ce que tu as plus supporté, Eric? Tu sais, j'étais bourgmestre et je devais signer les noms pour les maisons de ceux dont je savais qu'ils allaient tuer ma famille. Lorsque j'ai entendu ça, ça dépassait mon entendement. Ça dépassait mon entendement. Comment fait-on, comment trouve-t-on le ressort, la force de faire des choses pareilles? Il en a payé le prix puisqu'il est devenu alcoolique, il n'est plus alcoolique. Aujourd'hui, Eric n'est plus alcoolique, il a été. Voilà. Mais ça, c'était 10 ans, 12 ans après le génocide. Lorsque Eric m'a raconté ça, c'est pas le lendemain du génocide, c'est pas 2 ans plus tard, c'est pas 4 ans plus tard, c'est 10 ou 12 ans, j'ai plus la date. Et lorsqu'il me le racontait, il n'y avait aucune forfanterie. Il me racontait, mais à plat. Il s'excusait presque, enfin, il ne s'excusait pas, mais il énonçait. C'était un énoncé. Et au Rwanda, le génocide a été construit dans le temps, de manière systématique, raisonnée. La communauté internationale n'a pas voulu le voir pendant cette construction. La France s'est impliquée au Rwanda de 1990 à 1993 en soutien militaire, politique et diplomatique aux autorités rwandaises, aux autorités extrémistes, qui étaient de plus en plus extrémistes à l'époque. De nombreux avertissements ont été donnés sur la possibilité de réalisation d'un génocide. Dès 1990, l'ambassade de France à Kigali fait mention de la possibilité d'un génocide. Ce sera le premier des signaux adressés sur la possibilité de réalisation d'un génocide. Mais ces avertissements ne seront jamais écoutés, ne seront jamais entendus, seront totalement ignorés. Et lorsque se produira le génocide, les États-Unis, je le disais, refuseront d'agir. La Belgique va agir en exfiltrant ses soldats, ces soldats qui participaient à la force de l'ONU présente alors au Rwanda. Et Paris, je ne dis pas la France, je dis bien Paris, va agir en poursuivant un soutien militaire, politique et diplomatique à ceux qui commettent le génocide. Ces événements-là vont être discutés pendant très longtemps en France, en tout cas, et aussi dans la communauté internationale, parce que très vite, les États-Unis vont s'excuser. Clinton va se rendre à Kigali, va admettre les erreurs des États-Unis. Les Belges vont aussi admettre les erreurs commises par les Belgiques. Et là, j'ai noté la déclaration du Premier ministre belge, Guy Verhofstadt, qui est en 2000, et qui déclare un dramatique cortège de négligence, d'insouciance, d'incompétence, d'hésitation et d'erreur a créé les conditions d'une tragédie sans nom. Et donc j'assume ici devant vous la responsabilité de mon pays, des autorités politiques et militaires belges, et au nom de mon pays, de mon peuple, je vous demande pardon pour ça. C'est des mots forts, c'est des mots forts que n'aura pas la France. Parce que Paris va entrer dans une logique de déni. On ne peut pas le dire autrement. Paris va contester la réalité
de l'événement, du génocide et de son rôle. Lorsque je dis Paris, je parle des autorités politiques françaises. Et ce déni va durer très longtemps, puisqu'en fait il a été véritablement brisé il y a un peu plus d'une année par le rapport Duclerc, qui fait état de l'ensemble de responsabilités lourdes et accablantes de Paris dans le drame, dans les événements du Rwanda, de la faillite politique, militaire et diplomatique au sommet de l'État français. Les 21 mars 2021, des événements qui datent de 1994, des événements qui aussi... je parlais du génocide le plus pur de la déclaration d'Hilberg, qui rajoute à la fin de sa somme historique sur la destruction des Juifs à l'Europe, qui rajoute 5 pages à la fin de cette somme monumentale, 5 pages qui consacrent au Rwanda, la destruction des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se termine par 5 pages sur le Rwanda. C'est assez stupéfiant, c'est aussi une manière de dire que ceux qui ne voulaient pas voir sont restés aveugles, mais c'était facile à voir. Quelqu'un qui ne connaissait pas le Rwanda, ou Lindbergh, était capable de tirer des conclusions qui étaient très claires, à savoir qu'il s'est produit un génocide le plus pur, au vu et au su du monde entier qui n'a pas réagi. Donc là encore, je reviens à cette idée d'apathie. Non, les crimes contre l'humanité sont une gêne, sont désagréables à la communauté internationale qui préfère souvent fermer les yeux et utiliser des mots euphémisants pour ne pas avoir à s'occuper de ces problèmes-là. Et sur ce côté le plus pur du génocide rwandais, du génocide, vous voyez, sans faire exprès, j'utilise des mots que je conteste, comme quoi l'imprégnation est terrible par moment du génocide des Tutsis du Rwanda, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de génocide rwandais, il n'y a pas de génocide allemand. Je veux juste reprendre sur cette idée du génocide le plus pur, qui accompagne une autre idée qui est, à mon sens, trop peu développée, c'est que c'était un génocide, comment dire, moderne. Oui, moderne. C'est un génocide, il y a eu un progrès par rapport à ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu plusieurs progrès. Et je vais lire simplement un texte que j'ai écrit pour une revue où j'essayais de poser à la fois ce côté extrêmement pur et en même temps cette notion de progrès. De progrès, je m'entends dans le sens technique du terme, entendons-nous bien. C'est un texte qui s'appelait « Lever le voile ». Il fallut à Treblinka une année pleine pour tuer 800 000 personnes, achevé dans le secret en juillet 1942 et détruit en août 1943. Le camp voué à la solution finale était techniquement le plus avancé et le plus élaboré créé par le régime nazi. Il fallut 100 jours au Rwanda pour tuer 800 000 personnes. Il n'y eut ni camp, ni secret. Le taux d'efficacité de la besogne, c'est ainsi que l'extermination était désignée, fut plus de 3 fois supérieur au rendement déjà exceptionnel de Treblinka. Les intentions de génocide du régime nazi étaient établies bien avant que la machine à mort ne soit mise en marche. Dès 1922, le chef du parti nazi, Hitler, en fait part au journal allemand Der Geradeweg. Lorsque je serai réellement au pouvoir, ma toute première tâche consistera à annihiler les Juifs. La possibilité de génocide au Rwanda était établie plus de 3 ans avant. Dès le 24 octobre 1990, l'ambassade de France à Kigali mentionne dans un télégramme diplomatique le risque d'une élimination totale des Tutsis. 3 ans plus tard, 1 an avant le génocide, autre télégramme, le président rwandais aurait intimé, ce n'est que des citations, l'ordre de procéder à un génocide systématique en utilisant si nécessaire le concours de l'armée et en impliquant la population locale dans les assassinats. Vous avez compris, c'est un parallèle, évidemment. Quand le génocide des Juifs démarre en Allemagne nazie, les Alliés sont tenus informés. Des rapports leur parviennent, des informations circulent. Le programme est bien sûr frappé du sceau du secret.
mais il n'est simplement pas possible d'éliminer toute une population ciblée sans laisser de traces. Quand le génocide des Tutsis démarre au Rwanda, le monde est tenu informé. Des rapports parviennent, des informations circulent. Le programme n'est pas secret. L'élimination s'effectue au grand jour, au vu et au su du monde. Dans l'Allemagne nazie, les Juifs étaient des sous-hommes. Dans le Rwanda du génocide, les Tutsis étaient des cafards. En Allemagne comme au Rwanda, les exterminations se déroulent sur fond de guerre. Une guerre avec ses fronts, ses reculs, ses avancées représentables. Un crayon de papier, un coin de nappe y suffisent. Une guerre est aussi photographiable. On peut également en témoigner et dire « j'y étais ». Mais un génocide ne peut se dire ni se montrer. Ces victimes sont mortes, toutes mortes. Le dire, les récits des rescapés, il y en a toujours, sont au sens propre du terme incroyable. Le montrer, un génocide est une absence, un trou. Là où il y avait des hommes, il ne reste rien, que du silence. L'histoire s'est répétée, note sobrement Raulenberg dans les dernières pages de sa somme sur la destruction des Juifs d'Europe. Le constat de l'historien est sans appel. Comme en Allemagne nazie, il y eut au Rwanda un génocide sous sa forme la plus pure. Ce pur génocide marqua un progrès dans l'horreur. À l'ère de l'instantanéité du village global, il fut réalisé, note toujours l'historien, au vu et au su du monde entier. Aucune crise mondiale n'éclipsait l'événement. Aucun manque d'avions, d'hommes n'entravait dans les postes. Alors même où était célébré le cinquantenaire de la défaite de l'Allemagne nazie, alors que François Mitterrand, le 10 juin 1994, à Oradour-sur-Glane, déclarait solennellement « Nous ne voulons pas que cela recommence ». Cela avait recommencé, il le savait. Depuis plus de 2 mois, il en était le premier informé. Proche de la perfection, d'une efficacité bien plus redoutable que le précédent nazi, le génocide des Tutsis du Rwanda impliqua des milliers, des dizaines de milliers d'acteurs. Ils furent un peuple mené par ses bergers et transformé en assassins. Ils furent une masse. De toute l'histoire, ce fut le premier crime de masse, réalisé par une masse. Des machettes furent utilisées, des grenades, des balles, des fusils aussi. L'armée rwandaise intervint et prit sa part du fardeau. La police et la gendarmerie également, comme les services publics. Il fallait bien des bennes pour ramasser des morts. Il fallait bien des pelleteuses pour enterrer les corps. Il fallait bien des médecins pour lutter contre les infections. Surtout, toute notion de responsabilité fut rapidement diluée. Il n'y eut pour cette extermination pas de camp, pas de hiérarchie officielle, pas d'ordre écrit. Il n'y eut qu'une masse. Celle-ci n'était pas collectivement coupable, mais ses bergers, les extrémistes Hutus, entreprirent de lui faire endosser la responsabilité du crime. Ils furent aidés par Paris, et plus exactement par François Mitterrand, qui jamais ne voulut le reconnaître. Paris livra des armes, soutint le régime génocidaire, nia le crime. Les faits ne sont pas contestables. L'ancien Premier ministre Édouard Balladur en fit l'aveu dans un courrier du 9 juin 1998. Il n'était pas question aux yeux de François Mitterrand de châtier les auteurs Hutus du génocide. Apathie, gêne, complicité. Je vous laisse le choix des mots. Mais sur le fond, je pense que la notion d'apathie, c'est pas un procès d'intention à l'intitulé de cette conférence, certainement pas. C'est au contraire l'objet de la discussion. Mais je pense que le mot apathie n'est pas bon. Je pense que c'est un faux mot, c'est un paravent. Encore une fois, le génocide est le crime des crimes. C'est un crime d'État, dans le sens qu'il ne peut être commis que par un État. Seul un État a les moyens de commettre un génocide. Une faction, une rébellion, des massacreurs ne pourront jamais commettre un génocide. Une extermination réfléchie, posée dans le temps, est forcément commise par un État. Dans le texte que je viens
le lire. La police et la gendarmerie ont pris sa part du fardeau, comme les services publics. Il fallait bien des bennes pour ramasser les morts, il fallait des pelleteuses pour enterrer les corps, il fallait des médecins pour lutter contre les infections. Et oui, c'est une société entière qui a été lancée au travail au Rwanda, encouragée, entraînée, poussée, et seul l'État a les moyens de faire ça. Et cet État qui se lance dans ce crime-là, il va se lancer dans ce crime des crimes, mais si les autres États ne font rien, n'interviennent pas, ils bénéficient de leur silence tacite à tout le moins. Et ce silence tacite, comment le désigner, si ce n'est pas une forme de complicité? Le cas du Rwanda est d'autant plus grave et important que c'est sans doute l'un des seuls génocides que l'on aurait pu facilement interrompre. Le Rwanda est un petit pays d'une dizaine de millions d'habitants, grand comme une région française. En termes de moyens, de capacité, de puissance, une intervention était tout à fait envisageable. Mais pourquoi faire? Il y a eu beaucoup de lâcheté dans le dossier du Rwanda. Il y a eu l'attitude de Paris, engagée auprès des gens qui ont commis le génocide, dans une espèce de jusqu'au-boutisme qui s'étalera pendant des années et des années, au nom d'intérêts supposés d'État, qui étaient les fruits d'une analyse extrêmement contestable. Et Paris est membre du Conseil de sécurité à l'ONU. Paris peut tout bloquer, en tout cas peut influer les débats. Comme aujourd'hui la Russie est membre du Conseil de sécurité à l'ONU, la Russie peut aussi bloquer un certain nombre de décisions et influer les débats. Donc un crime d'État ne peut être réalisé qu'avec l'assentiment, même implicite, des autres États. Et c'est là où les opinions, la capacité à se projeter dans la connaissance est essentielle. Et c'était un petit peu ce qu'a payé le Rwanda, les Rwandais, à savoir le désintérêt, l'ignorance, l'éloignement, et puis toutes ces images aussi qui sont portées sur l'Afrique, des images persistantes à travers les siècles, héritées de longue date, de la colonisation, où de toute manière, en gros, le génocide des Tutsis du Rwanda était pendant très longtemps renvoyé aux ténèbres africaines, aux ténèbres, voilà, au cœur des ténèbres. Enfin, on reparle aussi sur des éléments de l'imaginaire extrêmement importants. Et moi, tout au long de ces années, ce qui m'a frappé, c'est le refus par moment de la connaissance, le refus d'examiner les choses, la facilité avec laquelle ont pu être créés des rideaux de fumée dans une atmosphère de volonté de déni. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces histoires de déni, de négation, parce qu'elles ont duré plus de 20 ans. Il a fallu plus de 20 ans avant que Paris parvienne à reconnaître qu'il y a eu des responsabilités lourdes et accablantes de manière officielle, puisque Emmanuel Macron, le président français, a fait alors un voyage à Kigali pour admettre les responsabilités accablantes de la France. Mais quand bien même cela a été admis, on reste là aussi sur une sorte de moyen terme, pour deux raisons. Quelles étaient exactement ces responsabilités accablantes, la nature de ces responsabilités accablantes? Un certain nombre sont détaillés dans un rapport qui a été effectué à la demande de l'Élysée par des historiens, mais qui n'ont pas été reprises dans la bouche des politiques, qui évitent le sujet avec un incroyable sens de l'unanimisme. Et à la différence de la Belgique, je vous ai lu la déclaration de Guy Verhofstadt, il y a un mot qui
n'existe pas, en tout cas dans le dialogue entre la France et le Rwanda. Juste un mot que formule Verhofstadt. Verhofstadt termine son intervention par « Je vous demande pardon pour ça ». La France n'est pas capable de demander pardon pour ça. Parce que là aussi, j'en reviens au poids des mots, au sens des mots, à l'importance de la définition des mots, à la valeur des mots. Parce qu'en France, demander pardon pour ça est perçu, en tout cas de manière politique, comme un acte de repentance. C'est le mot qui est utilisé. La repentance ressort du domaine du religieux, ne ressort pas du politique. Mais pour éviter d'utiliser le mot pardon, on va faire dans le monde politique français comme s'il s'agissait d'une repentance. On joue sur les mots. La France est parfois très forte pour jouer sur les mots. Elle a tort, de manière évidente. Sur ce point, en tout cas extrêmement précis, elle a évidemment tort, parce qu'il y a beaucoup de raisons de demander pardon, et on demande pardon. Puis voilà, mais demander pardon, c'est aussi vraiment reconnaître qu'on a fauté. On peut avoir une politique fautive et s'être trompé, mais tant qu'on n'a pas admis s'être trompé, on aura du mal à en tirer véritablement des leçons et un enseignement. Et c'est là où le génocide nous oblige. Tout à l'heure, je visitais avec Bruce l'exposition. Et Bruce a mis dans le hall d'exposition une magnifique composition. J'ai rien dit, je regardais, mais je sais que je suis rentré dans le hall du musée et j'étais tout de suite saisi. Simplement, il représente les rescapés. Mais il le représente, sont des mannequins dans des postures. Pas les rescapés, il représente les disparus. Et les rescapés qui sont aussi les disparus rescapés, ils sont dans des postures de type fœtal, suspendus dans un voile translucide, comme si à un moment tout s'était figé. Il faut le voir, mais lorsqu'on le voit, moi je suis souvenu immédiatement, en voyant cette scène, cette composition, des témoignages que j'ai dû entendre tout au long des années. Et cette représentation-là représentait exactement la nature des témoignages que l'on peut entendre dans un certain nombre de cas. Pas tout le temps, parce qu'il y a toujours des natures différentes de témoignages, mais énormément de témoignages ressortent de cela. On est enfermé dans une sorte de cocon dont on n'arrive pas à se libérer. Et pourtant, ce cocon est léger, presque translucide. C'est pas un cocon qui enferme, c'est pas une caisse de bois, c'est pas du métal, c'est juste un voilage, un tissu léger. Et pour sortir de cette posture, il va falloir une énergie absolument considérable pour retrouver la parole, pour retrouver la voix, pour retrouver le sens du récit, pour retrouver le sens de l'ordre des choses, pour sortir de cela. Et pourtant, ça n'est qu'un voile. Et en même temps, lorsqu'on est dans ce voile, l'honnêteté m'oblige à le dire, je pense qu'il peut aussi y avoir une certaine forme de... C'est bizarre, c'est paradoxal, mais peut-être de confort aussi. Parce que l'on s'absente du monde des vivants, de celui qui vous a forcé à constater la disparition de tous les vôtres. Et c'est une absence, une présence-absence. Enfin voilà. Et allez voir cette exposition, pas parce que... Voilà. Non, vraiment, allez voir je ne sais pas comment dire, ce dispositif, peut-être, je ne sais pas, mais allez le voir et regardez-les, vous entrez dans la salle et vous verrez, vous comprendrez quelque chose. Voilà, vous comprendrez quelque chose. Je vais terminer, pas parce que je ne vais pas non plus être trop long, mais juste par quelques petites remarques de manière générale, mais j'entends souvent qu'on parle de folie à propos du génocide. Non, c'est pas de la folie. Un génocide, c'est quelque chose de raisonnable, de raisonné. À partir du moment où on accepte un axiome,
c'est que l'autre est un problème. C'est un problème que l'on n'arrive pas à résoudre, donc il faut le résoudre de manière définitive. Dès lors, tout ce qui suit est logique, raisonné, raisonnable. C'est pour ça que, au début de mon intervention, je disais, lorsqu'on était au Rwanda en 1994, pendant le génocide, on comprenait parfaitement ce qui se passait. Parce qu'on était dans le monde du génocide et tout était logique, raisonnable. Et en même temps, on savait que l'autre monde, le monde qui n'était pas dans le génocide, ne pouvait pas. Parce que dans ce monde-là du génocide, tout est logique et raisonnable et raisonné. Et voilà. J'aime beaucoup une citation d'un auteur anglais qui s'appelle Chester Himes, qui dit « La folie, ce n'est pas perdre la raison, c'est tout perdre sauf la raison ». Dans ce sens-là, le génocide est une folie. C'est-à-dire qu'on perd tout, toutes les valeurs de l'humanité, sauf la raison. Merci. Merci.